Coucou! Salut! Aujourd'hui, on est avec Pierre Chevel. Salut! On va lui poser plein de questions sur comment sortir du moule parce que je pense qu'il a pas mal de pistes là-dessus. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Pierre, dans la vie? Moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Changer le monde en 2 heures. Et c'était aussi avant ça des bouquins, Changer le monde en 2 heures. Il y a 3 tomes, mais voilà, il n'y en a que 2, sur des micro-engagements. Le but c'est, on nous apprend pas à changer le monde en fait. Alors, il y a plein de moyens simples et rapides d'agir pour les autres et la planète, sauf que on les connaît pas. Donc c'est de la vulgarisation sur présenter à chaque fois une sélection de projets socio-environnementaux qui ont déjà un impact assez fort, auquel c'est facile de contribuer sans que ça te prenne une plombe et que tu aies besoin de changer ta vie de A à Z, quoi. C'est un peu changer le monde pour les nuls ou pour ceux qui commencent en tout cas. Ça permet vraiment de faire des petits pas. Ouais. Et justement, des petits pas qui intéressent pas mal. Parce que tu sais, moi je parle de multipotentialité beaucoup par rapport à tous les gens qui rentrent pas dans le cadre et qui ne savent pas trouver leur place. Donc, je pense que pas mal de gens qui regardent ta chaîne aussi peuvent être dans ce cas-là. Ouais, complètement. Des micro-engagements et c'est aussi des petits pas pour apprendre à sortir du moule. Ouais. Donc moi ce que j'aimerais savoir, déjà Oui. toi personnellement, Ouais. ton moule il ressemblait à quoi? C'est une bonne question. Je pense que tout au début, mon moule, je viens d'une famille qui est dans la santé. Donc mon moule c'était plutôt scientifique santé. Et du coup mon premier truc ça a été de rejeter un peu ça et de dire non moi je vais faire ES. Personne fait ES dans ma famille quoi. C'est pas non plus un truc waouh, mais c'est le tout début de l'embranchement qui se sépare quoi. Et après du coup mon moule c'était quand même, je me suis jamais demandé ce que je voulais vraiment faire. En tout cas j'avais pas de réponse satisfaisante. Donc tout mon projet il découle d'une énorme quête de sens professionnel. Et donc un peu comme j'étais bon élève, du coup je suis allé en prépa parce que c'est le choix du non-choix comme plein de gens. J'avais fait l'éco, du coup c'était prépa école de commerce. Je me suis éclaté en prépa et en fait quand je suis arrivé en école de commerce j'étais là, non ça va pas le faire, il y a un problème là, il y a une erreur de casting. Et donc c'était un peu ça mon nouveau moule des métiers de l'entreprise que tu fais classiquement en sortant d'école de commerce, de finance, de marketing, de ressources humaines, de comptabilité, etc., de conseil. Et moi j'étais là, non, j'ai aucun problème avec ces métiers-là, mais moi je voyais à des kilomètres à l'avance que je serais pas heureux là-dedans. Donc ouais, moi c'était ça un peu mon moule. Et qu'est-ce qui a fait que du coup il est devenu trop petit ou pas dans la bonne forme, ou que du coup tu as eu envie de tout faire péter et que tu as pris un autre chemin? Là c'était évident que ce qu'on nous apprenait en cours c'était les métiers qu'on allait faire après. T'avais des cours de finance, de compta, de communication. Et donc là c'était juste sous mon nez que ça allait pas le faire quoi. Donc c'est plus un rejet de... je me sentais tellement mal que c'était obligé qu'il fallait que je trouve autre chose quoi. Je pensais pas qu'autre chose existait. Mais donc ouais, c'est un peu... ok, est-ce que je suis juste un gosse capricieux parce que j'ai fait une grande école plutôt bien réputée et je pourrais avoir un salaire correct et une carrière dans une grande entreprise, ou est-ce que, en fait, est-ce qu'il y a autre chose qui existe mais que je connais pas forcément? Et donc déjà faire l'exercice mental c'est assez compliqué parce que tu te dis ok ce métier-là non, ce métier-là non, ce métier-là non, ce métier-là non, mais est-ce qu'un jour je vais trouver des gens qui aiment leur job et moi parmi ça un truc qui pourrait moi me faire kiffer quoi. Donc c'est d'abord une fuite de ce moule et c'est d'abord une souffrance initiale où en école de commerce, en gros pour la faire court j'ai fait une dépression de 2-3 ans que j'ai compris que après, mais où j'allais tellement mal que je me disais il faut absolument que je trouve autre chose sans même savoir si autre chose existait. Donc c'est un peu je vais dire schizophrène même si c'est un mot qui veut dire quelque chose, mais donc tu te dis je cherche quelque chose, mais je sais même pas si ça existe, quoi. Et comment t'as fait pour trouver ce quelque chose? J'ai galéré, parce que t'es dans le noir, tâton, donc t'explores et tu sais même pas ce que tu cherches, donc forcément t'as moins de chances de le trouver. Et donc c'était d'abord, je m'astreignais, si toi t'es un peu en quête de sens, à essayer de rencontrer un maximum de personnes, même si ça semblait complètement perché, mais juste des gens qui faisaient des choses que je trouvais différentes. Donc je contactais un max de gens. Dès que je voyais un article intéressant sur LinkedIn, sur Facebook ou quoi, je contactais la personne ou un ami d'amis ou du réseau de l'école ou quoi. Donc c'était autant un auteur de BD qu'une coach, que des gens dans le microcrédit, enfin bref, très large. Tu leur disais quoi?
Ah bah salut, ça a l'air intéressant ce que tu fais, moi je suis en pleine quête de sens, est-ce que tu aurais 20 minutes à m'accorder par téléphone ou en vrai pour prendre un café parce que je trouve que ça a l'air super intéressant ton métier et en fait les gens ils adorent parler, partager ce qui leur plaît et qu'on s'intéresse qu'on s'intéresse à ce qu'ils font quoi. Donc, et même s'il n'y a qu'une personne sur 5 qui te dit oui, bah il suffit d'envoyer 5 fois plus de mails quoi, mais c'est pas. Il y a plein de gens qui sont carrément open pour partager leur quotidien et du coup tu comprends très concrètement ah ok travailler dans une maison d'édition ça ressemble à ça, ah ok être je sais pas psychologue en entreprise ça ressemble à ça et tu déconstruis un peu tous tes clichés que bah si tu veux être avocat pour défendre la veuve et l'orphelin bah, en fait ça peut être le cas mais la plupart du temps c'est quand même plutôt pour défendre des grosses boîtes et plutôt faire de la paperasse toute la journée quoi. Donc c'est pas bien ou mal mais il faut juste le savoir quoi. Donc du coup tu faisais des mini entretiens pour voir ce que c'était le métier des gens qui te paraissait cool en fait. Ouais, j'ai essayé de rencontrer un maximum de gens parce que j'avais l'impression de connaître tous les métiers et aujourd'hui je me rends compte que pas du tout et qu'il y en a encore plein que je connais pas, d'autant plus que la plupart des métiers qui existent aujourd'hui ils n'existaient pas il y a 5 ans et ça va être de plus en plus le cas. Donc ouais, c'est élargir ton champ de vision. T'as l'impression, moi j'étais dans mon moule effectivement école de commerce, donc j'avais l'impression qu'il y avait que 5-6 grosses carrières toutes tracées qui existaient alors qu'en fait t'as plein de carrières qui existent mais qui sont moins sous les projecteurs quoi, ou moins des parcours tout tracés, mais t'en as aucune idée. Et que t'as aussi des carrières qui sont en dehors, vraiment beaucoup plus loin de ce que t'imagines, comme écrivain ou youtubeur. Et pourtant ça fait complètement sens avec mon parcours d'école de commerce, parce que t'as tout un côté auto-entrepreneur, etc. Ouais, carrément. Et du coup, en rencontrant toutes ces personnes, Ouais. t'as commencé à voir un projet qui s'est mis à germer, c'est ça? Non. Pas du tout. Mais il y a deux choses en parallèle. Qu'est-ce que c'est qui a fait Ouais. l'étincelle quoi? J'ai touché le fond du trou pendant un stage en comptabilité, où là j'étais dans une grosse boîte et vraiment, c'était vraiment le bon fond quoi. Je me suis fait larguer au même moment en plus par mon premier amant, donc j'étais bien quoi. Et juste après, j'ai fait un stage dans l'entrepreneuriat social. Donc c'est des entreprises, des associations, des coopératives, peu importe, des organisations qui essaient de réconcilier le social et le business. Donc faire un peu un mix entre Mark Zuckerberg et Mère Teresa. Et en gros, où c'est bien de faire de l'argent, mais l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour résoudre un problème de société, le cancer, le chômage, la pollution, le sexisme, ce que tu veux. Donc j'ai fait un stage dans cette start-up, et là je me suis rendu compte qu'il y avait tout un écosystème de solutions, de gens qui se bougent pour créer un monde un peu meilleur. Et ouais, là je me suis dit, ah ouais, ce secteur, ça pourrait me tenter d'y travailler. Je savais pas encore quel métier faire dedans, parce que du microcrédit par exemple, c'est de la finance, c'est les banques qui prêtent aux pauvres, c'est je caricature, pour les aider à sortir de l'extrême pauvreté par l'auto-entrepreneuriat. La finalité est chouette, mais au quotidien c'est quand même des Excel parce que tu fais de la finance. Donc il fallait juste que je trouve un métier là-dedans. Et derrière j'ai fait un deuxième stage chez Ashoka, qui est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux, où là on faisait de la formation et de l'accompagnement avec du réseau, du financement, etc. pour ce type de projet d'entrepreneuriat social. Donc là en l'occurrence c'était dans la santé et le handicap. Et là je me suis tellement éclaté. Et pendant ma dernière année de master en école de commerce, je savais que je voulais écrire un livre. Donc c'est ça l'autre penchant, j'adore écrire depuis super longtemps. Et je me disais mais merde, moi j'ai passé 3 ans pendant mes 3 années d'école, du coup j'ai pris mon temps. J'ai fait 2 années de stage, 2 années de césure. J'ai passé 3 ans à péter un câble, à essayer de chercher d'autres chemins, d'autres voies pour trouver du sens dans mon job. J'étais là putain, c'est trop demandé que de vouloir être heureux dans son travail quoi. Enfin je sais pas, on va faire ça 80 000 heures dans notre vie. C'est notre principale activité si t'enlèves dormir. Oui, pardon d'avoir envie que ça me rende heureux quoi. Donc bien sûr j'ai conscience que je suis privilégié et qu'il faut que tout le monde ne peut pas toujours se le permettre, mais voilà, si tu as eu la chance de faire de bonnes études et que tu as le choix, si même les gens qui dans mon cas ont été privilégiés et sont pas heureux dans leur travail, si la valeur argent c'est pas ton premier critère, au moins que tu sois heureux dans ton job quoi. Bref, je m'écarte. C'est pas grave du tout. Et donc je me disais, en fait il y a des millions d'autres personnes qui se posent les mêmes questions quoi. Ouais. Et mon petit cas est pas du tout atypique. Et moi j'ai eu la chance de découvrir cet écosystème que au bout de 3 ans, même si moi ça m'a semblé l'éternité. Et il y a des gens en fait qui le connaîtront jamais, parce que les réseaux des grandes écoles de commerce sont pas mal connectés avec ce monde de l'entrepreneuriat social. Et c'est trop con, parce qu'il y a plein de gens qui seraient super heureux de faire leur carrière
dans, je sais pas, chez Ecosia, chez Babylone qui fait du microcrédit solidaire, chez Wikipédia, chez plein de projets géniaux qui existent. Et même pas forcément à titre professionnel, même juste à titre individuel, en tant qu'utilisateur ou consommateur ou bénévole chez ces projets. Donc je me suis dit, avant d'être diplômé et de travailler chez Ashoka par exemple, où j'avais été en stage, je veux écrire ce bouquin, parce qu'une fois que je serai diplômé, je savais très bien que j'aurais pas la motive le soir en rentrant chez moi et les week-ends d'écrire un bouquin, parce que c'est quand même prenant. Et donc j'ai écrit le tome 1 de Changer le monde en 2 heures. Il s'appelait pas tome 1 parce que je savais pas qu'il y aurait une suite. Et en fait ça a bien marché. J'ai fait un crowdfunding, une campagne de financement participatif. Et là il y a 250 personnes qui ont précommandé 600 exemplaires. Ça faisait 6500 €. T'as fait ça une fois que tu avais fini d'écrire le bouquin ou pendant que tu étais en train de l'écrire ou... En même temps. En même temps. Ouais, c'était assez flippant. Aujourd'hui ça me poserait plus de problème, mais à l'époque c'était un peu perturbant parce que t'es là. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je savais que après ça allait être l'été, donc pendant... Ouais. C'était vraiment le côté faut que je fasse avant mon diplôme? Oui. Et je savais que ça allait me motiver aussi. Ouais, c'était avril-mai 2015, donc juste avant que je sois diplômé, que je finisse mon master. Je pense que en travaillant chez Ashoka, j'avais déjà vu pas mal de gens lancer des campagnes de financement participatif. Du coup, j'avais un peu démystifié le truc et je comprenais que c'était assez simple en fait. Et bien sûr qu'il faut travailler, mais si tu bosses, c'est accessible à tout le monde. Et c'est surtout un moyen de tester si ton produit, en l'occurrence ton livre, il apporte vraiment de la valeur aux gens, est-ce qu'il répond vraiment à un besoin et que c'est pertinent quoi. Donc ça permet aussi de tester si ton truc il intéresse les gens. Mais tu vois, le cheminement est intéressant quoi, parce que du coup tu t'es lancé déjà dans l'écriture d'un livre, il y a des gens qui bloquent grave et qui n'y arrivent pas, et toi non seulement tu as commencé à écrire ton livre, mais en plus tu as lancé ta campagne, enfin je veux dire c'est le passage, comment tu es passé à l'action sur ce truc là qui est, je pense qu'il faut aussi dézoomer et que ça faisait des années que je commençais à chercher d'autres choses. J'ai fait une licence de philo à côté, j'avais écrit un autre premier bouquin, un peu rien à voir, mais sur des méthodes de travail pour réussir sa prépa HEC. Donc aussi un peu comment capitaliser sur l'expérience de ceux qui sont passés par là pour faire gagner du temps aux suivants. Et j'étais depuis 1 an et demi du coup entouré, ou 2 ans, entouré de gens hyper entreprenants, qui sont entrepreneurs ou pas, mais qui faisaient 100 000 choses. Et du coup, par contamination, toi aussi tu commences à faire de plus en plus de choses. Peut-être ce que tu es en train de vivre depuis quelques mois en rencontrant Alice Boucher ou d'autres personnes au contact desquelles tu te dis moi aussi j'ai envie de faire plein de trucs et il y a des gens qui se bougent et ça me donne envie quoi. Donc je pense que ça prend du temps de passer de spectateur à acteur de sa vie et qu'il y a encore des trucs dans ma vie dans lesquels je suis encore vachement spectateur. Mais quoi, sur le temps long, en cumulé ça fait des changements énormes quoi. Ouais. Je parle beaucoup. Mais c'est plutôt une qualité quand on est youtubeur. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, maintenant, tu as décidé de te lancer complètement dans ta chaîne YouTube. Ouais. Tu disais que tu refusais pas l'idée de réécrire un livre peut-être plus tard, mais que pour l'instant, tu avais envie de te lancer à fond dans les vidéos. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Du coup, quand j'étais diplômé, j'ai écrit un livre par an pendant 2 ans. Donc il y a 3 livres qui sont sortis en 2015, 2016, 2017. Tome 1, tome 2, tome 3, avec à chaque fois une sélection différente de projets. Et pendant que j'écrivais le tome 3, j'avais déjà goûté à YouTube, j'avais fait une quinzaine d'interviews d'entrepreneurs sociaux qui partagent des micro-engagements sur ma chaîne YouTube pour favoriser le lien interreligieux, devenir végétarien, accueillir des personnes réfugiées, etc. Enfin plein de sujets très variés. Et pendant que j'écrivais le tome 3, je m'écoute énormément et là ça a cliqué dans ma tête que j'avais fait un peu le tour des livres et que maintenant je voulais passer à la vidéo parce que j'avais goûté à ça et je pensais pas du tout que ça me plairait autant parce que je suis pas du tout vidéaste, je suis pas technicien, je suis pas particulièrement attiré de fou par les caméras. Les selfies c'est un peu nouveau pour moi et en fait j'adore ce processus de création. Il y a énormément de similitudes entre écrire un livre et une vidéo. Sauf que écrire un livre et le lancer, ça prend 6 mois. Une vidéo, ça peut être fait en moins de 24 heures, quoi. Et donc je sais qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de partager avec les gens, et de projets que j'ai envie d'aller voir, et de micro-engagements que j'ai envie de découvrir et de partager avec d'autres gens, qu'à un moment, si tu veux avoir un impact dans la durée, il faut pouvoir créer beaucoup plus de contenu. Et ça me saoulait de devoir attendre 1 an pour aider ma communauté
qui me raconte régulièrement comment elle passe à l'action, quel micro-engagement elle a fait, ou comment, je sais pas, elle a retrouvé confiance en l'avenir, ou elle a changé de métier, etc. Ça me fait chier d'attendre 1 an pour leur proposer autre chose, et aussi pour avoir leur feedback, quoi. Et donc, ouais, là, YouTube, c'est trop bien parce que tu peux avoir un fil rouge, tu peux créer des vraies relations avec les abonnés. Moi, je réponds pour l'instant à tout le monde dans les commentaires tant que je peux. Et donc ça, c'est vachement gratifiant parce que eux aussi, ils m'apprennent énormément de choses. Et donc, bah, tu vois, là, on a fait une vidéo avec Alice Boucher sur manger plus sainement. Moi, je suis pas du tout expert du sujet. J'ai testé 2-3 trucs, mais voilà, je suis sûr que dans ma communauté, il y a des gens qui vont m'apprendre plein de trucs dans les commentaires sur comment avoir une alimentation plus saine. Ou sur le zéro déchet, pareil, je fais des vidéos sur le minimalisme qui ont bien plu. Mais il y a plein d'autres gens qui ont complété avec des trucs de zéro déchet sur lesquels moi je suis assez débutant. Et c'est trop cool que on apprenne un peu chacun à notre rythme tous ensemble. Et ouais, c'est vraiment kiffant. Le but en fait à long terme, c'est de se dire, si tu arrives à mobiliser suffisamment de monde, à agir un peu mais plus souvent, et qu'on le multiplie par des millions de personnes, bah ouais, ça peut avoir un impact de malade. Et un micro-engagement, déjà, c'est suffisant en soi, à mon avis, puisque changer le monde, si tu arrives à changer la vie d'une personne, pour moi, c'est déjà changer le monde. Mais si en plus, tu te dis qu'on est plein, donc là, c'est déjà le cas en contribuant à des projets qui existent déjà, comme ce que je disais, je sais pas, donner tes fringues à Emmaüs, ou acheter chez La Ruche qui dit oui, ou en AMAP, etc., en circuit court. Mais si en plus, je sais pas, demain, à chaque fois que je fais une vidéo sur le don du sang, par exemple, et qu'il y a 100 000 personnes abonnées à la chaîne YouTube, et que t'as, je sais pas, 700 personnes qui vont donner leur sang le lendemain, bah ouais, c'est trop cool, quoi. Et si chaque jour, ou plusieurs fois par semaine, en ce moment je fais 3 vidéos par semaine, à chaque fois t'as des centaines ou des milliers de personnes qui passent à l'action derrière, bah ouais, ça accélère vachement le truc, quoi. C'est ça, c'est un accélérateur un peu. Ouais, et on sur YouTube. Ouais, et c'est aussi un QG en fait. Si t'as envie d'apprendre à changer le monde, il n'y a pas 100 milliards de trucs qui existent, c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend énormément à l'école, et je suis bien sûr, enfin j'ai pas du tout la prétention j'ai la connaissance de savoir changer le monde, c'est plutôt mettre en avant d'autres gens qui font des trucs trop cool, mais moi aussi j'ai envie d'apprendre, et donc si t'as envie qu'on apprenne ensemble, et ben feu quoi. C'est carrément trop cool. Et du coup, je voulais te demander comment tu le vis maintenant, le fait d'avoir... du coup, tu as créé ton moule à toi maintenant qui te convient, ton cadre à toi, plus qu'un moule. Et tu fais quelque chose qui te plaît, mais qui est complètement hors du cadre normal, on va dire, enfin en tout cas général. Comment tu le vis avec les autres dans la société? Est-ce que tu as une vie sociale? Comment ça se passe? Non, j'ai trop peur de regarder les gens, je reste dans ma grotte. Bah ouais, c'est possible. Je pense que maintenant que j'arrive à en vivre depuis 1 an, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est plus moi vis-à-vis de moi-même que le regard des autres. Et en fait, je pense que je suis tellement entouré de gens bienveillants et dans cet écosystème que ça n'a jamais vraiment été un problème en fait. T'as jamais eu de période où t'as pu vivre des réflexions, mal le vivre ou te comparer, je sais pas, enfin tu vois, ça peut être plein de choses que... Moi je me compare très peu aux autres, je me compare beaucoup à moi-même et à moi d'avant et à moi du futur. Et je trouve ça assez sain si c'est fait de manière saine. Mais non, je suis très peu dans la comparaison. Bon, bien sûr, ça m'arrive d'avoir de l'ego, de la jalousie, mais c'est quand même assez rare. Je touche du bois. Et je pense que ça va. Non, je suis assez surpris avec un titre aussi provoque aussi, clairement. Même s'il y a un vrai message derrière changer le monde en 2 heures qui est celui du micro-engagement. Et que bah oui, on a tous une part qu'on peut faire si on le souhaite et qu'il peut y avoir des effets domino assez ouf. Je suis assez surpris de ne pas avoir été plus bâché en fait. Et je me rends compte à quel point j'ai un entourage hyper bienveillant. Et donc je pense que c'est aussi... Donc là je vais le voir avec la chaîne YouTube qui commence à grossir petit à petit. Ouais, tu commences à te prendre des pics de temps en temps. Mais si toi t'es aligné avec ce que tu penses, tu vois, à moins qu'il débarque demain à 10 000 à me stocker sur Twitter, je sais pas quoi. Je pense que ça se fait graduellement. Plus t'as de volume, ouais, si t'as... Sur 100 personnes, t'as peut-être toujours un haters quoi. Et ouais, plus t'as de volume, petit à petit en fait tu construis aussi ta carapace et ton muscle à gérer ce type de réaction. Donc je sais pas, la question se posera plus tard. En tout cas jusqu'ici, les quelques fois où c'est arrivé, ça m'a pas plus
touché que ça, parce que je pense que quand ça... Je sais pas, en fait c'est un ratio entre à quel point c'est violent en face et à quel point toi tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et je sais pas encore à quel point, enfin j'ai du mal à quantifier à quel point ça a été violent pour moi les critiques que j'ai pu avoir, parce que souvent je suis tellement... Enfin je voudrais faire rien d'autre au monde que ce que je fais et j'en ai un peu rien à foutre de ce que les gens pensent en fait. Ouais, du coup c'est vraiment la clé quoi. Et si tu fais vraiment ce que t'aimes et que de toute façon pour rien au monde tu changerais, peu importe ce qu'on te raconte, du coup tu continues à avoir envie de foncer en fait. Ouais. Même je fais d'abord ça pour moi et du coup que ça, si ça te plaît, ça t'inspire et ça t'aide à passer à l'action, mais trop bien. Mais je tire, enfin bien sûr que j'en tirerai de la gratitude, mais j'en tirerai aussi de la gratitude juste du simple fait, moi, d'apprendre, de mettre en pratique, et de kiffer le processus de création, et de kiffer l'entrepreneuriat, et l'écriture, et les gens que je rencontre. Donc pour moi, j'ai déjà gagné avant même que le truc soit partagé. Après, je te dis ça aujourd'hui, ça se trouve, tu me repasses dans un an, si la chaîne a un petit peu décollé, je suis là, oh non, il y a trop de gens qui me bâchent et j'en peux plus. Et je pense que le cyberharcèlement, c'est un vrai problème. Mais je ne l'ai pas encore expérimenté, ou en tout cas, pas à une échelle où je suis pas capable de le gérer, quoi. Et du coup, au niveau de tes proches, ta famille, c'est accepté, on te pose pas de questions, on comprend ce que tu fais, enfin, tu vois, c'est pas un concept abstrait. Si, enfin, surtout eux, c'est des médecins ou des auxiliaires de puériculture, donc ils sont, c'est pour ça. Ils sont plutôt dans des trucs concrets, mais en tout cas, tu as une utilité sociale vraiment évidente. J'ai de la chance, mon frère aîné a fait du théâtre, donc il a déblayé le travail, ouvert la voie. Au tout début, je pense que je cherchais un peu la reconnaissance de mes parents. Et après, j'étais là, mais en fait, ça sert à rien d'essayer de leur faire changer d'avis. Si j'ai juste à leur montrer que je suis capable d'en vivre, et du coup, ils pourront rien dire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, nickel. Du coup, en tout cas, je la cherche plus. Et en fait, à partir du moment où tu arrêtes d'essayer de prouver aux gens quelque chose, du coup, ils disent si toi t'assumes ce que tu fais, c'est plus facile pour moi de l'assumer aussi. Alors que si t'as confiance en toi, c'est plus facile pour moi d'avoir confiance. Oui, complètement. Et ça, c'était vraiment flagrant. Après, j'avais aussi fait 2 ans de stage là-dedans, plus 1 an en Master 2 où j'avais écrit le livre. Donc c'était pas non plus, ça sort pas de nulle part, j'étais pas trader à la City en train de... Non, je vais tout plaquer du jour au lendemain, quoi. Ça faisait des années, il m'avait vu super, super mal avant. Donc bien sûr qu'à un moment, tes parents, bien sûr qu'ils ont envie de te protéger et que tu aies un avenir financier sécurisé et compagnie. Mais en tout cas, mes parents aussi, ils m'ont toujours dit, mais ce qu'on veut, c'est que tu sois heureux. Donc oui, ça nous rassurerait un peu si tu faisais un truc avec un CDI ou autre chose, ou du salariat. Mais ils voient très bien sur ma tête que j'ai été super malheureux quand j'étais parti pour faire des carrières plutôt stables et valorisées par la société. Et que en fait, là, je suis 10 fois plus heureux. Je sais pas, c'est marrant aussi, et je pense que je déteins aussi sur eux. Et que le fait que moi, j'essaie de montrer l'exemple à mon échelle, en tout cas je fais mes trucs dans mon coin et si ça inspire d'autres gens tant mieux. Du coup ils sentent pas non plus la pression de devoir, ils ont quand même des valeurs, ils sont engagés, ils financent des associations, ils font du bénévolat, des trucs comme ça. Mais du coup il y a plein de trucs où peut-être que, je sais pas, mieux manger ça va être une porte qui leur parle, alors que contribuer à Wikipédia ça va pas forcément être leur délire. Du coup il y a forcément un moment où ils vont accrocher sur quelque chose, même si je sais pas particulièrement. Mais donc tu trouves aussi des points d'accroche à des moments où tu t'y attends pas forcément, parce qu'on a tous des sensibilités différentes. Vous faites évoluer en fait. Ouais, complètement. Et puis moi j'ai énormément d'admiration pour ma famille et puis pour tous les aidants, que ce soit des profs, des gens dans la santé, des gens, des pompiers, mon grand-père il était pompier, qui pour moi c'est du social pur et dur et qu'on valorise tellement peu et qui est hyper complémentaire avec les projets innovants socialement et écologiquement, mais dans les deux cas, le but c'est d'avoir un impact et d'aider les gens, donc j'ai toujours en tête ces métiers-là. Au tout début, je pense que mes parents étaient ultra flippés, mais qu'ils ont eu le tact ou l'habileté de pas trop me le montrer. Et donc,
je le voyais en partie, mais en même temps on n'habite pas dans la même ville, donc pas tellement. Et du coup, ouais, je pense qu'ils m'ont un peu protégé indirectement, et que du coup ça m'a aussi laissé le temps de faire mes preuves et de leur montrer que ça marchait. Donc ouais, il y a de ça aussi. Ils me l'ont jamais dit, donc j'en sais rien, faudrait que je leur demande. Ouais. Mais je pense qu'ils ont eu peur, mais comme on aurait peur n'importe quel parent. Mais c'est normal, enfin, un youtubeur, YouTube s'était créé, je sais pas, en 2006, je crois. Mais déjà, pour les youtubeurs ou pas pour les livres avant, non? Auteur, si, oui, si, complètement. Bah, si. Mais l'auto-édition, pareil, c'est que c'est pas. Voilà. Puis il y a très peu de gens, d'auteurs qui vivent de leurs bouquins, donc ouais. Mais en même temps, même moi, je savais pas que c'était possible d'en vivre, et encore moins que moi, j'étais capable d'en vivre. Donc comment est-ce que eux, ils auraient pu le savoir? Ouais, bien sûr. Mais il y a un moment, je pense que c'est aussi ça le rôle d'un parent, et qu'ils ont fait de manière passive, mais qu'ils ont fait quand même, de lui faire confiance et de dire en fait que ça marche ou pas, il a besoin de vivre cette expérience et tout ce que tu peux faire, c'est le soutenir, quoi. Ouais. Oui. Si maintenant tu pouvais donner un conseil au toi de quand tu as commencé à mettre le doigt sur ce qui comptait pour toi et ce que tu avais envie de faire, en fait, qu'est-ce que tu leur donnerais à eux comme conseil Ok. Bah, déjà, ça dépend vachement si tu sais déjà ce que tu veux faire ou si tu sais pas. Si tu sais pas, déjà, moi j'avais jamais eu de passion avant de découvrir l'entrepreneuriat social et YouTube qui est en train de devenir une passion. Donc je pensais que c'était un truc pour les autres. Donc c'est tester un maximum de choses. Pour moi, les réponses, elles viendront pas en réfléchissant pendant 100 ans ou en faisant des recherches sur internet ou en cogitant tout seul dans ton coin ou en discutant juste. Enfin, il y a un moment, il faut faire, il faut agir et il faut exécuter. Et enfin, c'est comme si tu te disais, je sais pas, est-ce que je préfère je sais qu'il y a un moment, je voulais être journaliste et je sais que j'ai cogité pendant des semaines et des années où j'ai voulu être prof et prof de philo aussi. Et je me faisais des débats de ouf dans ma tête et j'étais là, mais en fait, si j'avais juste appelé 10 personnes qui faisaient ce métier, de faire un rendez-vous d'une demi-heure, 1 heure avec eux pour comprendre ce que c'est la réalité du truc, ou était dans une classe, demander à un prof s'il peut t'accueillir juste 1 heure dans une classe, ou récupérer des cours de quelqu'un qui passe la grecque de philo, bah là au moins tu es sur quelque chose de concret et tu vois vraiment à quoi ça ressemble. Et donc c'est tester un maximum de choses. Je pense que si tu as des centres d'intérêt dans ta vie, que ce soit, je sais pas, le foot, la danse, la guitare, le japonais, les mangas, je sais pas, bah avant d'avoir découvert ces trucs, t'en avais aucune idée que t'allais adorer ça. Bah c'est pareil, tester un maximum d'aliments, tester un maximum d'activités, un maximum de rencontres, mais être dans l'action et pas dans le spectateur et ah bah ma vie va mal, ce que j'ai clairement tendance à faire, donc je juge absolument pas. Mais attendre que la solution vienne de l'extérieur, au lieu de te dire bah non, je vais me bouger le cul, il y a des réponses qui existent dehors, en tout cas j'espère qu'elles existent, et ouais, je vais aller les chercher et rencontrer un maximum de personnes. Donc écrire à plein de gens, des mails, salut, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce que je peux faire une journée de bénévolat dans votre association, ça a l'air trop cool, est-ce que je peux vous donner un coup de main, voire leur donner un coup de main sans même leur demander leur avis parce que je sais pas, tu as des compétences en graphisme et du coup tu vas leur faire une super affiche et bah, forcément c'est beaucoup plus crédible quand tu débarques pour leur présenter. Et ouais, dès que tu vois s'écouter beaucoup, et du coup dès que tu sens qu'il y a un truc qui t'apporte vraiment de la joie, pour moi la joie c'est vraiment une boussole quoi, te dire ah là il y a un truc à creuser. Moi par exemple dans la période où j'allais très mal, je suis allé voir un match d'impro, j'avais jamais vu ça, et je me suis marré de fou. Et du coup je me suis dit ok il faut trop que j'aille voir des matchs d'impro, je sais pas pourquoi j'aime autant ça, et derrière je fais 3 ans d'impro et indirectement en fait ça m'a trop aidé parce que je fais régulièrement des conférences ou même sur YouTube, enfin c'est obvious, c'est évident à quel point ça m'aide. Et juste de se dire ah ok bah cette personne elle m'inspire, je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle est chanteuse et ça n'a rien à voir avec mon domaine, mais voilà, la rencontrer, lui proposer de l'aider si tu peux, ou une activité, bah je sais pas, tu commences à t'intéresser j'en sais rien, au bitcoin, à la physique quantique, au koala, au Pérou, j'en sais rien. Juste creuser ce qui t'apporte de la joie et bosser quoi. Je pense vraiment que le travail ça résout pas mal de problèmes. Et ça ouvre beaucoup de portes. Ouais, bouger et avancer. Ouais. C'est un super conseil. Enfin, c'est des super conseils parce que du coup, ouais. T'en as donné pas mal. Ouais, je trouve ça dingue. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais l'impression de faire des trucs. Ouais. Et quand je regarde aujourd'hui, je suis là. Mec, mais genre, tu faisais rien de tes journées. Enfin, genre,
Vraiment. Et enfin, voilà, c'est combien d'heures tu passes à regarder des séries, à traîner sur les réseaux sociaux sans que ça t'apporte forcément quelque chose, passer un certain temps, ou avec peut-être des amis parfois qui vont te tirer vers le bas parce qu'ils sont hyper déprimants, tout va mal et de toute façon t'arriveras jamais à atteindre tes rêves. Ouais, et du coup tout ce temps-là, en fait, si tu pouvais le mettre à contribution pour te former, il y a des chaînes YouTube qui sont hyper inspirantes. Bah ouais, YouTube c'est quand même une ressource super de ouf. école. Je sais pas à quoi tu t'intéresses, si tu t'intéresses au stand-up, si tu veux devenir freelance, si tu veux monter un projet solidaire, par exemple, tu as un MOOC de Ticket for Change avec HEC sur Coursera. Donc là j'ai lâché beaucoup de mots compliqués, mais tu tapes devenir entrepreneur du changement dans un moteur de recherche et tu trouveras, avec plein de portraits de gens inspirants et qui te font découvrir un peu ce monde de solutions et d'acteurs du changement. Il y a juste tellement de ressources qui existent, c'est juste que faut aller les chercher, parce que si dans ton écosystème direct il n'y a pas des gens qui sont là-dedans, t'as l'impression que ça n'existe pas quoi. Sauf qu'aujourd'hui on a internet. Yeah. Et ça c'est quand même une super bonne nouvelle, parce qu'on y trouve plein de trucs. Et du coup sur la chaîne de Pierre il y a vraiment plein de ressources. Justement, si t'es perdu, que tu sais pas ce qui t'intéresse, va voir ces vidéos, il y a des playlists sur trouver son métier. Ouais, j'ai fait une playlist sur comment changer de travail, créer son blog de rêve, et puis, avec des super entrepreneurs. Si t'as besoin de sens dans ta vie, c'est quand même vraiment l'endroit pour aller chercher des projets qui ont du sens. Et puis tu verras, tu trouveras forcément quelque chose qui te parle et dans quoi tu pourras t'engager et tester en écoutant ces super bons conseils. Donc je te mettrai tous les liens en dessous et... Puis aider les autres, en fait, ça rend heureux. Enfin, moi, ce que je fais, c'est hyper égoïste, parce que j'ai envie d'être heureux. Et du coup, je sais que j'ai commencé à faire ce type de micro-engagement quand j'avais pas trop le moral. Et en fait, c'est trop valorisant, parce que du coup, t'es plus dans la posture de... Ok, je suis dépressif, ma vie c'est de la merde. Ouais, non, en fait, j'ai quelque chose à apporter aux gens. Et bien sûr qu'en retour, toi, ça t'apporte énormément, parce que c'est hyper enrichissant d'aller, je sais pas, distribuer des repas pour une maraude à des personnes sans abri par exemple. C'est c'est fort comme expérience quoi. Donc ouais, c'est aussi hyper égoïste et ça permet de découvrir d'autres trucs avant éventuellement de faire des changements dans ta vie professionnelle par exemple. Voilà. Super, merci beaucoup Pierre. Merci à toi Carole. Cool. Et puis à bientôt, j'espère, parce que je pense que je vais avoir plein d'autres questions à te poser. Donc, il y a des chances qu'on se recroise. Et je vous fais des bisous. Ciao. Bye, on se retrouve bientôt.